Juste en un mot, je voulais expliquer aux auditeurs d'Europe 1 que nous avons une petite conversation sur le contenu de ce que nous a dit Emmanuel Hénin avec Nathan Devers, que je voulais entendre évidemment sur ce qu'elle disait. Et Nathan Devers me disait qu'il la thèse sur la sexualité des crevettes. On n'a pas discuté du sexe des gens, mais du sexe des crevettes. Il trouvait ça passionnant pour les biologistes. Voilà, c'est vrai Nathan, mais c'est pour ça que je vous adore. Mais moi aussi je vous adore. Mais c'est des sujets qui sont vraiment intéressants. Et c'est c'est le désaccord que j'aurais avec les partisans, entre guillemets, de l'anti-wokisme. Oui. C'est que sous le mot de wokisme, ils mettent plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les études sur le décolonialisme, les études sur le genre, les études sur les discriminations. Et ça fait une sorte de magma assez nébuleux, assez confus. Vous voyez, par exemple, le communisme, on pouvait le définir. C'était une idéologie. Il y avait un livre référentiel qui était le Capital de Marx. Il y avait des pays qui appliquaient cette politique. Enfin, c'était clair. Ce qu'on appelle wokisme aujourd'hui, c'est quelque chose, je trouve, que ses adversaires peinent à définir comme ses partisans. Parfois, il y a des gens qui disent « je suis woke », vous lui demandez pourquoi, ils aiment le quinoa. Vous voyez, c'est très caricatural. Non, mais vous voyez, c'est très caricatural dans les deux cas. Non, vous savez, je comprends très bien ce que vous dites. En tout cas, c'était passionnant. Franchement, c'était très intéressant, effectivement. Puis les pressions qu'elle a subies, bon... Ça fait peur. Hein. Non, ça fait peur. Voilà, ça, c'est un vrai problème. Bon, alors, Jules Torres, il est 19h34. Est-ce que vous allez nous révéler le contenu en exclusivité de l'interview de François Bayrou, le Premier ministre, qui, notamment... Alors, pardon, on va aller directement droit au but, si vous le permettez. Parler du budget. Alors ça c'est quand même énorme. C'est-à-dire que François Bayrou a une idée pour faire passer le budget, exit les politiques, il veut poser la question aux Français. Bon, depuis maintenant plusieurs semaines, François Bayrou fait comprendre aux Français que la question du budget qui sera programmé à l'automne prochain, sera cauchemardesque. C'est la raison pour laquelle les pistes, les retraités, aller sur une nouvelle taxe d'habitation, les hausses d'impôts, normalement ça on en parle au mois de juillet ou en septembre. Bon, on a commencé à en parler dès le mois d'avril. Et donc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et François Bayrou nous dit dans le JDD quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ve République, c'est qu'il veut proposer un grand plan, une grande réforme de l'État et de ses dépenses, donc le budget de l'État, mais pas seulement, à un référendum. On sait très bien que le référendum, ce n'est pas une disposition du Premier ministre. C'est la raison pour laquelle il appelle Emmanuel Macron, le président de la République. C'est la raison pour laquelle il appelle le président de la République à organiser ce grand référendum, parce qu'il considère, François Bayrou, que qui aurait-il dans ce référendum, pardon, Jules Torres? Quand on parle de référendum, on va voter quoi? Il pourrait y avoir, alors là justement, il y a un débat de constitutionnalistes qui va... Non, vous savez, un référendum, c'est une question et on ajoute à cela un projet de loi. Et donc ça pourrait être un projet de loi budgétaire qui comporte, je sais pas moi, des plans sur la dépense publique, des plans sur les dépenses sociales, tout ce que on peut mettre dans la question d'un budget. Il y a une question de constitution. Est-ce que l'article 11 permet aujourd'hui de bien faire voter par référendum le budget de l'État, c'est-à-dire le PLF et le PLFSS? Rien n'est moins sûr au vu de l'article 34 de la Constitution, mais on va pas perdre les gens avec ces débats techniques. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'étonnant, de déroutant. Je pense que ça va faire beaucoup réagir pour la simple et bonne raison déjà que François Bayrou veut complètement contourner le Parlement. François Bayrou considère que lors de l'examen n'auront pas leur mot à dire, absolument, alors que le budget de l'État normalement est une responsabilité qui incombe aux parlementaires. Pourquoi il fait ça, François Bayrou? Parce qu'il considère que lors de l'examen du dernier budget sous Michel Barnier, qui a provoqué la chute de Michel Barnier, les oppositions, et pas seulement, puisqu'on pourrait parler de Laurent Wauquiez, de Gabriel Attal, qui ont mis des bâtons dans les roues de Monsieur Barnier, qui d'ailleurs l'ont fait chuter, ont fait la stratégie de l'artichaut. C'est-à-dire que vous enlevez une feuille petit à petit sur le budget, et à la fin, eh bien, les 40 milliards d'économies, il n'y en a plus une seule. Eh bien, lui, il trouve que les oppositions et les partis qui sont dans le socle commun se sont discrédités politiquement, et c'est la raison pour laquelle il veut soumettre ce grand plan de réformes et de dépenses aux Français. Non, mais c'est une énorme info. C'est une énorme information et ça suit. Parce que ce serait totalement inédit, cher Jules Torres. C'est inédit, ça n'existe pas. Je vous rappelle quand même que le dernier référendum, c'est le référendum de 2005 que la France a ensuite bafoué avec le traité. Ça pourrait être la même chose aujourd'hui. Avec le traité de Lisbonne. Quelle que soit la réponse des Français. C'est un risque monumental pour François Bayrou. Non, parce que si jamais on ne respecte pas cette fois-ci la réponse des Français, je pense que ça ne se passera pas de la même façon. Absolument. On est d'accord, c'est un gros risque à prendre. C'est pas fait, mais surtout on voit que tous les partis politiques aujourd'hui, quasiment, demandent à ce qu'on fasse des référendums. Les Français sont à 80-90% favorables à ce qu'on ait des référendums. Donc François Bayrou, il dit
allons-y. D'autant plus que, j'ajoute à cela, que le 31 décembre dernier, il ne vous a pas échappé qu'il y a un homme qui a promis, sans le dire, qu'on allait avoir cette année des référendums sur des sujets très important, c'est le président de la République lui-même, donc François Bayrou, mais Emmanuel Macron face à ses contradictions, face à ses promesses. Il avait promis que ça pourrait arriver même avant l'été, ça n'arrivera pas avant l'été au vu des délais, mais en tout cas, ça a le mérite non seulement de faire quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de la Ve République, de mettre le président devant ses responsabilités, et surtout, j'ai hâte de voir les réactions des présidents des groupes parlementaires. Non, mais alors ça va être un pugilat total. Vous en pensez quoi, Nathan Devers ? Moi, je suis très favorable au référendum de manière générale. Parce que le référendum, c'est la seule élection où le peuple vote non pas sur des gens, mais sur des idées. Quand il y a une élection présidentielle, municipale, législative, il y a toujours quelque chose d'un peu confus entre est-ce qu'on vote pour un programme, est-ce qu'on vote pour un parti, est-ce qu'on vote pour les qualités individuelles de la personne, est-ce qu'on vote tout simplement pour son charisme. Je rappelle quand même qu'en 2017, Emmanuel Macron, beaucoup de gens ont voté pour lui parce qu'il le trouvait beau, c'est ce que disaient les sondages, c'est très superficiel. C'est pas vrai. Un des premiers sondages d'Emmanuel Macron, il le trouvait beau. Ah oui, c'est exceptionnel, ça. Un des premiers sondages sur Emmanuel Macron, c'était quand il était ministre. Il est arrivé au Conseil des ministres avec une barbe de 3 jours. Et je crois qu'il y avait 60% des Français qui trouvaient que la barbe était jolie. C'était vraiment quelque chose d'assez superficiel. Un référendum a comme vertu qu'on vote pour des idées. Et à partir du moment où on vote pour des idées, on élève le niveau du débat. La seule interrogation que j'aurais, c'est que pour qu'un référendum se passe bien, il faut qu'on ait une qualité du débat public en France. Et quand on voit la manière dont le débat est polarisé, instrumentalisé, tourné à la haine de toutes parts par les responsables politiques, surtout sur un sujet aussi brûlant que le budget, ou si vous voulez, ça pose des questions de choix qui peuvent être un peu des choix impopulaires, qui sont dictés par une éthique de responsabilité, etc. Je ne suis pas certain que les choses se passeraient super bien si c'était le premier référendum que la France organisait depuis en effet 20 ans. Oui, voilà, donc c'est un... Est-ce que... Attendez, et Jules Torres, on se dit les choses. Est-ce que c'est pas un coup de com'? Non. Je sais pas, non, moi. Je vous jure, j'ai fait une interview. C'était pas quelque chose qui était dealé avant l'interview. Faut quand même le savoir. Quand on fait des interviews politiques, parfois on sait ce que la personnalité politique va nous annoncer. Et bien François Bayrou, on a discuté et ça faisait un moment, une quinzaine de minutes qu'on discutait de ce budget parce que évidemment François Bayrou, il veut ramener le déficit public à 3%. Il fait une alerte aussi. Il nous dit que en 2029, le coût de la dette, le simple coût de la dette, ce sera 100 milliards d'euros par an. Voilà. Si on est au-dessus des 3%, c'est ça en fait. Absolument. Les 3%, il faut expliquer aux auditeurs. En gros, quand on est au-dessus des 3%, ça veut dire qu'on est, on ne peut pas rendre assez d'argent par rapport au taux d'intérêt et aux prêts que la France contracte, et donc, qu'on paye davantage que ce qu'on reçoit. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a un déficit public qui est autour de 5-6%, ce qui est le cas actuellement, aujourd'hui, on est à 52 milliards d'euros par an. Non, mais c'est monstrueux, on le sait, pardon, mais je repose la question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un coup de com' Emmanuel Macron Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a un intérêt à valider un référendum sur le budget? Alors, bon courage s'il ne le valide pas. Parce que je suis pas sûr qu'il ait d'autres fusibles que François Bayrou. Il faut quand même savoir que François Bayrou, il est à Matignon parce qu'il s'est imposé lui-même. Il a tordu le bras au président de la République. Donc on a un président de la République qui voudrait choisir le prochain pape. Il est même pas capable de choisir son premier ministre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui qui est en position de force, c'est François Bayrou. Emmanuel Macron a besoin de lui. À quoi ressemblerait la fin de son quinquennat si son premier ministre démissionnait? Parce que il peut démissionner, François Bayrou. Démissionnera pas. Pourquoi? Il ne démissionnera pas, François Bayrou. Non, je pense qu'il tient trop à son poste. S'il est complètement désavoué par le président de la République, c'est une option que l'on ne peut pas évacuer. Et pardonnez-moi, mais je pense que s'il y a bien sur un sujet où François Bayrou peut être compris par les Français, c'est sur celui-là. Parce que quand on lui pose la question, il ne parle jamais de référendum, mais il dit « les Français ont leur mot à dire ». Je pense que la question est assez grave, assez lourde de conséquences pour l'avenir de la nation, pour qu'elle s'adresse directement aux citoyens. Je n'écarte donc aucune possibilité. Là, on ne parle pas d'un projet de loi sur le narcotrafic ou la fin de vie. On ne parle pas d'un ministre ou d'une cacophonie gouvernementale. On parle d'un Premier ministre qui dit « je veux un référendum sur ces sujets-là ». Je pense que dans l'opinion, ça va avoir un effet. Je pense qu'Emmanuel Macron va être au pied du mur. S'il refuse,
s'il refuse ce référendum, François Bayrou peut claquer la porte. C'est dans l'année. De toute façon, c'est pour le budget. Donc ce sera avant novembre. Bon, Nathan, en un mot. J'ai dit en un mot, Nathan. Un point d'accord, un point de désaccord. Oui. Le point d'accord, c'est que François Bayrou, il a toujours, pour le coup, c'était sa candidature en 2007, dit que le sujet de la dette et donc du déficit était central pour la France, et il a une parole qui est cohérente là-dessus. Oui. Le point de désaccord, c'est que quand on critique l'état de la dette, il faut remettre en cause les choix des responsables politiques, mais il faut aussi avoir le courage de remettre en cause les choix de l'opinion publique. L'opinion publique, dans un pays comme le nôtre, vu la manière dont le débat est organisé en France, elle est toujours favorable à la dépense sur le moment. Et c'est après coup qu'elle se dit il fallait peut-être pas dépenser. Je vous prends un exemple qui est l'exemple formidable, le coronavirus. Vous prenez la dépense folle qui a été faite par l'État pendant ces 2 années d'épidémie. L'opinion publique était à 70%, je dis ça de mémoire, il faudrait vérifier le chiffre exact, mais elle était très majoritairement. Et c'est pour ça que c'est encore plus courageux. Oui, mais si vous voulez, c'est après coup qu'elle a dit c'était peut-être une bêtise. Je ne suis pas sûr que sur ce sujet, ce soit l'opinion publique qui soit, si vous voulez, l'instance qui ait le plus de lucidité pour le budget. D'abord, c'est un sujet très technique, et deuxièmement, je pense qu'il y a d'autres sujets. C'est pas les Français qui vont faire le budget. On va leur présenter une idée de budget, un plan, un programme de dépenses, et eux, ils vont dire oui ou non. On va dire, ce sera le politique qui décidera. On va dire, dans ce budget-là, on va couper ici ou là, rien. Et là, on dira c'est impopulaire, c'est catastrophique, et si les politiques ne sont pas d'accord avec le choix des Français, alors là... Ah bah, à un moment donné, dans une démocratie, le peuple souverain, c'est le peuple. Oui, bon. Merci beaucoup. 19h44, on va parler de Laurent Wauquiez. Alors Laurent Wauquiez aussi qui s'exprime ce soir. Que dit-il, Laurent Wauquiez? Qu'il faut mettre un cordon sanitaire autour de LFI. Il va assez loin, hein. Oui. Laurent Wauquiez. Bon, on en parle tout de suite. 19h44 sur Europe 1.